Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Julie Habard, coach en hypnose et préparatrice mentale. Bienvenue, Julie. Hello, merci de me recevoir. Donc, tu aides les entrepreneurs, les sportifs dans leur performance avec l'hypnose et le coaching, c'est ça? Exactement. Mon objectif, c'est vraiment de les aider à être au meilleur d'eux-mêmes. Donc, je travaille avec toutes sortes de monde, mais de manière un peu plus privilégiée avec des gens qui ont des grosses responsabilités puis qui ont envie d'être alignés avec qui ils sont dans tout leur milieu de vie. Mhm. Ben, parle-nous un peu de ça, tu sais, justement, l'alignement en coaching et en hypnose. Tu travailles avec le conscient et l'inconscient. Ouais. C'est quoi vraiment un alignement selon toi? Ben, un alignement, c'est typiquement l'état de flow que peuvent ressentir OK. les athlètes. C'est un espace où on ne se sent pas déchiré entre le mental qui dit on va par là, puis les émotions qui disent non, non, on va par là, où chacun tire la couverte de son bord, puis où au final, la personne se sent un peu déchirée ou dans une espèce de polarité où elle doit choisir entre la raison et puis l'envie et Mm. le mental ou ce qui sonne juste. Donc, c'est d'arriver à trouver cette balance où on peut être au meilleur de soi. Puis, comment ça se crée justement ces problématiques-là? Tu sais, une séparation entre le désir du mental, le désir des émotions. Hmm. C'est quoi, selon ta perspective? C'est une bonne question, c'est une belle question, vaste. Je pense que ça se crée un peu plus vers 7-8 ans, quand on commence à développer justement la notion de conscient et de dire, ah ben, je dois pas, c'est juste, c'est pas juste. Quand on commence l'enfant, il est beaucoup dans son inconscient. C'est assez, entre guillemets, simple à ce moment-là, en tout cas pour ça. Et c'est évident. Puis après, quand l'adolescence commence à approcher, ben là, tout d'un coup, il y a des choses qui étaient très noires ou blanches qui, tout d'un coup, deviennent pleines de Mm. tout un tas d'autres couleurs et d'autres formes qui font que ben, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Puis après, ben, il y a les choses de la vie qui Mhm. font qu'on développe des croyances. Je suis capable, je ne suis pas capable, j'ai de la valeur, j'ai pas de valeur, qui vont ensuite ben, nous créer des embûches, ou des croyances limitantes finalement, ou Mhm. facilitantes, parce on a tous les deux, qui nous aident ou pas à avancer Mhm. dans la vie. Donc, on forme des croyances limitantes avec, surtout dans le conscient, puis ensuite ça se traduit dans l'inconscient, ou comment est-ce que ça se passe? J'imagine la famille est impliquée dans la formation de croyances Oui. limitantes. Il y a l'environnement. Y a-t-il d'autres choses qui influencent ça pour ensuite que la personne ait peut-être de la facilité ou des difficultés dans sa vie? Ben, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a nos lectures, il y a nos expériences de vie, Mm. il y a celles qu'on a comme héritage, qui arrivent un peu dans le biberon, qui appartiennent plus à justement nos parents, nos Mm. frères, nos sœurs, celles qu'on acquiert dans la vie en fréquentant d'autres personnes. Alors, il y a des choses très, très simples. Hein. Je ne sais pas, par exemple, typiquement, là, j'ai travaillé là-dessus, c'est moins mon quotidien aujourd'hui, mais des peurs comme les araignées, les serpents, Mm. les trucs un peu typiques. Et on se dit qu'on n'en a jamais vu, mais on en a peur parce qu'en fait, finalement, notre mère avait peur de ça ou notre père avait peur de Mm. ça. Et donc, ça, c'est typiquement un truc hérité. Et après, évidemment, il y a des notions de valeur, il y a des notions Mm. c'est bien de prendre des risques ou c'est pas bien de prendre des risques. Il y a des gens dans les familles qui sont plus ou moins bons à Mhm. croire que oui, oser faire des choses, c'est important, ou au contraire, non, non, il faut la jouer safe. Mm. Et ça crée un espèce de package. Donc, quand c'est hérité, on n'en a pas vraiment conscience. C'est comme ça s'infiltre doucement et ça commence à teinter ce qu'on fait, ce qu'on s'autorise à faire ou pas. Mm. Et après, ben, des fois, c'est un peu plus conscient. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un à l'école nous a dit ben là, de toute façon, t'es moche, ou de toute façon, t'es nul, ou de toute façon, Mm. t'arriveras jamais. Puis, selon le niveau d'autorité de la personne, alors, autorité, ça peut être en âge ou ça peut être en influence sociale, Mm. ben, on repart chez nous avec cette petite phrase-là. Mm. Et à force de se la répéter, ce qui était au niveau du conscient, ben, on dort dessus une couple de nuit, et puis ça s'insinue. Et à un moment, on peut même avoir oublié le moment où ça s'est présenté, mais ça nous impacte au quotidien dans nos réactions. C'est vrai aussi de l'autre côté, hein, je veux pas juste qu'on parle du côté négatif, ça marche aussi pour les choses positives. Mais c'est vrai que dans mon travail, je vois plus souvent l'aspect ça me freine que l'aspect ça me booste Mhm. comme problématique. Ben, j'imagine c'est pour ça qu'ils viennent te voir, entre autres, Mhm. pour transformer ça. Puis, comment est-ce que toi, tu transformes ça personnellement? Tu utilises le coaching, l'hypnose. Ouais.
Comment tu... Moi, j'ai développé vraiment une manière de travailler qui est très à moi, qui mixe à la fois... mon outil phare de transformation, c'est vraiment l'hypnose. C'est ça qui est au centre de ce que je fais. Après, j'ai aussi tout un parcours en PNL, en programmation neurolinguistique, qui m'aide beaucoup à entourer l'hypnose, à aider la personne à préciser qu'est-ce que tu veux, à quoi ça ressemble ce que tu ressens, à mettre des mots. La PNL, c'est une approche qui est beaucoup plus dans le détail de l'expérience subjective, là, pour prendre un grand mot, là, de la personne. Comprendre que chacun, on a des visions différentes, on a un monde différent. C'est pas la peine d'essayer de se comparer. J'ai un travail où finalement, je peux changer entre guillemets de personnalité 5 fois par jour, dépendant de qui j'ai en face de moi et est-ce qu'elle a besoin justement d'être plutôt dans quelque chose de posé ou quelque chose un accompagnement plus dynamique. Mais dans tous les cas, moi, j'ai pas de point de vue. Je suis là pour rentrer un peu dans le monde de la personne et la guider dans son monde, sa planète. Pour ça, la PNL, c'est un très bel outil. L'hypnose va arriver vraiment plus comme des outils de changement, des outils de transformation. Mais pour vraiment entrer en contact avec le monde de la personne, la PNL, c'est un bel outil. Et j'ai vraiment une approche de coach. Donc, je ne me définis pas comme thérapeute, mais beaucoup plus comme quelqu'un qui accompagne la personne dans son changement à côté, qui va la booster, qui va la déstabiliser. Et qui... C'est vraiment mettre la personne en ressources, plus qu'être au travers d'un processus thérapeutique en tant que tel. Je me suis éloignée de la question, là. Non, mais c'est super bien. Je comprends justement ton approche. Puis ce que je me demande, c'est, tu as surtout parlé du monde de la personne. Fait que comment tu définirais ça ou tu décrirais ça? C'est quoi qui fait partie d'un monde d'un individu? Ben, pour moi, écoute, j'ai jamais cherché à formaliser une réponse là-dessus, fait que je vais t'en faire une comme ça me vient. Mais je pense que ce qui fait partie du monde de la personne, c'est à la base sa sensibilité. On en a tous une. Parfois, on l'a mise de côté parce qu'on a estimé que c'était dangereux de la laisser s'exprimer ou que ça n'avait pas sa place. Là aussi, le milieu dans lequel on a grandi joue beaucoup pour ça. Est-ce que c'était un milieu où il y avait de la place pour l'espace émotionnel ou pas du tout? Mais cette sensibilité-là va faire qu'on va être plus ou moins poreux à certains messages, fermé à d'autres. Et l'idée, ça peut être un peu de travailler justement sur cette, entre guillemets, porosité, à dire, et si tu te laisses entendre les messages qui vont te faire du bien, et si tu apprends à te protéger de ceux qui sont toxiques pour toi, déjà, qu'est-ce qui naturellement, tout seul, va se replacer? Parce qu'en fait, ça, c'est un postulat de PNL que j'aime beaucoup utiliser parce que j'y crois après des milliers d'accompagnements. Je le vois à chaque séance, à quel point on a tous les ressources. Si on a su créer un problème, on a ce qu'il faut pour le résoudre. Mais parfois, c'est un peu deep. Parfois, il y a plusieurs niveaux. Et oui, on a besoin d'aide pour aller chercher ça. Mais on a tous profondément la capacité de créer ce qu'on veut vivre. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Tu as dit mettre les gens, si j'ai bien compris, dans leurs ressources. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'imagine c'est les ressources internes, émotionnelles, mentales, ou tu travailles aussi au niveau de l'inconscient. Il y a peut-être des ressources que je connais pas exactement. Mais... Exactement. C'est beaucoup ça, en fait, parce que consciemment, les gens vont se dire, ben, je sais que j'ai telle capacité, ou j'ai tel diplôme, ou les gens me disent que j'ai du courage, ou bon... mais souvent, à l'intérieur de nous, on a oublié ce qu'on a appris. Et notre inconscient, lui, il se souvient de tout. Mais on n'y a pas volontairement accès. Donc, l'état d'hypnose, il est merveilleux parce qu'il permet d'entrer en contact avec cette espèce d'immense bibliothèque qu'on a à l'intérieur de nous, avec tout est storé à l'intérieur de cet endroit-là. Donc, c'est de se dire, OK, ben, je vais aller chercher ce livre-là, entre guillemets, pour prendre une image. Et à telle page, je vais trouver... l'information, et ça n'arrive pas forcément d'une manière consciente, logique. Je veux dire, il n'y a pas un petit lutin qui t'apparaît dans la tête et qui dit, tiens, c'est la confiance en ta capacité à transcender ça qui va t'aider, ou c'est ce que tu avais vécu quand tu avais 12 ans qui va te permettre de transformer ça. Mais parfois, c'est une réponse très claire comme ça, mais souvent, c'est plus un état interne, en fait, où d'un coup, on sent que oui, on peut voir les choses différemment. Donc, l'expérience hypnotique, ben, c'est très créatif. Hein. C'est des métaphores, c'est des jeux, c'est des expérimentations, c'est se voir réussir. Et quand on se voit réussir, souvent, quand on amène la personne pleinement dans sa lumière, on parlait de lumière tout à l'heure, pleinement dans sa lumière,
Mais naturellement, il y a des trucs qui s'alignent et la personne sort de là en disant « Waouh, mais en me voyant comme ça capable de le faire, je réalise que j'ai cette capacité à verbaliser les choses, à être entendue, j'ai un certain charisme, je pourrais aller suivre telle formation qui va m'aider. » Donc, des fois, la personne est reconnectée à un truc qu'elle a en tant que tel, à l'intérieur d'elle. Et d'autres fois, c'est des solutions qui vont émerger. De se dire, mais moi, j'ai peut-être pas ça aujourd'hui, mais je connais quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Je vais aller lui parler. Ou il faudrait que j'aille faire ça, mais je sais pas comment. Là, parfait, on va travailler là-dessus. Comment tu peux faire pour t'autoriser à te faire ce cadeau ou à suivre cette formation ou qu'est-ce qui manque pour que tu y arrives à débloquer cette capacité. Mais c'est comme si ça crée un plan, une stratégie inconsciente à l'intérieur de la personne qui amène la conviction que ça peut bouger, que ça peut changer. Puis, ce que j'en comprends, c'est justement en changeant le point focal du négatif ou des négatifs à un positif ou un état, ça aide les gens à trouver les ressources qu'ils ont besoin, donc tu les aides dans ce processus-là. J'ai une question pour toi par rapport à l'hypnose aussi, puis comment ça l'aide justement à retrouver ces ressources. Ma question, c'est comment est-ce qu'on rentre initialement même dans un état d'hypnose? Puis c'est quoi un état d'hypnose? Ah, c'est une très, très bonne question. L'hypnose, en tout cas tel que moi je l'ai défini, c'est vraiment deux choses. Il y a l'état hypnotique. Alors déjà en soi, on pourrait parler de ça longtemps. L'état hypnotique, c'est beaucoup de choses. C'est un état dit de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on réfléchit un peu différemment. Il y a plein de choses qui nous hypnotisent au quotidien, le cinéma, les livres, être amoureux, être très en colère, bref, c'est tout un tas d'états où on est dans une bulle, finalement. Donc, on sait aujourd'hui, avec l'imagerie médicale, que le cerveau, il fonctionne différemment quand il est dans cet état-là. C'est pas juste les zones du cerveau associées à l'imagerie mentale, à l'imaginaire qui vont s'activer, c'est vraiment les mêmes zones que si on faisait les choses. On entend, on voit, on ressent, c'est les parties du cerveau qui réellement s'activeraient dans la vie de tous les jours, qui vont s'allumer, entre guillemets, dans la tête, pour rendre ça simple, si on mesure. Donc ça, c'est l'état hypnotique en tant que tel. Un état de fréquence dite alpha ou θ, dans lequel le cerveau réfléchit plus lentement et de manière extraordinaire. Quand on réfléchit plus lentement, on réfléchit mieux. Alors, ça permet ça. Et ensuite, l'hypnose, c'est un ensemble de techniques, d'accompagnement. Donc là encore, il y a de l'hypnose classique, de l'hypnose ericksonienne, de l'hypnose humaniste et plein d'autres sortes d'hypnose dont on parle peut-être un peu moins souvent. Mais dans ces différentes manières d'utiliser des outils à l'intérieur d'un état d'hypnose qui vont permettre à la personne d'avoir des prises de conscience. Je trouve toujours ça drôle. À travers de l'inconscient, on a des prises de conscience et d'amener des changements. Donc, c'est vraiment les deux. Souvent, les gens peuvent avoir l'impression que l'hypnose, c'est un peu poétique. Quand tu regardes ça de l'extérieur, tu peux te dire, mais en fait, elle fait juste parler. Mais il y a une vraie structure derrière chaque exercice d'hypnose. On ne fait pas les choses par hasard, c'est des protocoles, ça s'appelle, c'est-à-dire un ensemble d'étapes qu'on passe. Et on crée une histoire autour. Mais on sait où on s'en va avec cette histoire-là et on l'ajuste à la réalité de la personne et à ses réactions en temps réel. C'est la force de l'hypnose qu'on fait avec une personne versus un enregistrement qu'on écoute qui, forcément, ne s'adaptera pas en temps réel à qu'est-ce qui touche la personne, qu'est-ce qui la fait pleurer, qu'est-ce qui lui donne le sourire. Et ça, c'est vraiment la force de l'hypnose, d'être pleinement adapté à ce que vit la personne là. Il n'y a pas deux séances pareilles. Ça n'existe pas. Ah, c'est super intéressant. Justement, ce que ça me fait réaliser, c'est il y a comme l'aspect du mental, l'aspect de la projection. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se concentrer sur des affirmations, la visualisation, mais ce qui est intéressant, c'est que tu amènes, on dirait, les gens dans un état encore plus profond pour que ça rentre encore plus profondément. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si les gens font juste réciter quelque chose au niveau mental, corrige-moi, mais j'ai comme l'impression que ça peut peut-être ne pas pénétrer l'inconscient, donc ne pas vraiment avoir d'effet sur le moyen long terme. Donc, toi, tu combines peut-être les Ça va deux. être limité, en fait. C'est-à-dire que l'exemple typique, c'est... honnêtement, j'ai pas vu ça souvent dans mon bureau, mais c'est quelqu'un qui dit, je me regarde dans mon miroir, puis je me dis, tu sais, je m'aime. Mais ça marche pas. Oui, parce que si profondément la personne, au cœur d'elle, elle a pas confiance en elle, et elle croit pas en sa valeur, le fait de se passer à répétition un message va être au mieux un tout petit peu aidant, voire inefficace ou pire.
parce qu'en fait, elle s'oppose à elle-même. Donc, l'idée, c'est de faire les deux en parallèle. Les affirmations, c'est très intéressant, mais ça l'est encore plus quand c'est soutenu par un travail de fond qui permet à ce que vraiment ça corresponde aux valeurs de la personne, que les expériences négatives ou croyances qu'elle s'est fondée de « c'est pas vrai, j'ai pas de valeur », on puisse les apaiser. Je dis souvent relâcher la charge émotionnelle. Tu sais, quand tu as vécu un choc, une dispute avec quelqu'un ou je sais pas, un licenciement, un truc compliqué qui a été perçu comme un échec, il y a une charge émotive, il y a une histoire que tu te racontes par rapport à ce moment-là qui est comme gelé dans le temps. Et ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le cerveau, il ne se rappelle pas des choses telles qu'elles sont arrivées, mais telles qu'on y a pensé la dernière fois. Donc, plus tu te racontes ton histoire, plus tu y crois, et moins, quelque part, elle a de chance d'être vraie, ce qui est vraiment arrivé. Ouais. Donc, quand tu relâches l'espèce de blocage qui s'est fait là, qui s'est cristallisé là, ben là, tu vas te croire beaucoup plus. Quand tu te répètes, tu es capable, tu peux y arriver. Et là, les messages, y rentrent. Là. Parce qu'il y a un alignement. Parce qu'en dedans, il y a une fondation. Quand c'est sur un élément de stress cristallisé, tu ne peux pas construire du positif parce qu'il y a un truc qui va souvent avoir tendance à te ramener vers un pas en arrière. Donc, on a des fois la sensation, je fais 2 pas en avant et pas en arrière, c'est long cette affaire. Ben oui, il y a des petites affaires qui te maintiennent dans l'ancien processus, l'ancienne réponse. Puis, comment tu les défriches, toi, dans ton approche, ces petites affaires-là? Mettons des points émotionnels ou des tensions. Tu sais, comment tu approches ça? Alors, je te dirais, en fait, j'ai rien à faire. Juste à observer. Parce qu'en fait, l'inconscient, il est merveilleux. Là. Il va nous pointer exactement l'affaire qu'on a besoin de pointer. Je pense que 9 personnes sur 10 viennent me voir en me disant, depuis qu'on s'est parlé, je prépare toujours un peu les gens avant le premier rendez-vous. Ça fait partie de mon approche. Et ils me disent toujours, mais ça a déjà bougé. Ou, ben, en fait, j'ai rien fait, mais ça a changé. Mais c'est pas un hasard. Ou tout d'un coup, des gens qui dorment super bien, ils dorment vraiment mal les 2 nuits d'avant. Ou l'inverse, ils viennent parce qu'ils ont un problème de sommeil et ils disent « J'ai super bien dormi depuis 2 nuits ». Oui, parce que ton inconscient, lui, il est déjà en train de jouer avec nous. Il sait très bien que tu t'en vas là, que c'est dans ton agenda. Donc, naturellement, va émerger ce qu'il y a besoin dans la rencontre. Et si ça émerge pas là, ça va émerger entre les rendez-vous. Et « Ah, j'ai eu telle idée » ou « Il s'est passé ça ». Donc, moi, mon travail, c'est un peu Sherlock Holmes. C'est ça comme qu'est-ce qui s'est passé que la personne n'a pas forcément vu ou qu'elle a vu, qui nous montre que là, il y a un target, puis que c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Je fais toujours un plan de travail. On ne le suit jamais parce que les gens vont plus vite ou ils vont ailleurs. Et c'est parfait, c'est merveilleux comme ça. Et ensuite, j'utilise beaucoup le corps de la personne. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle? Si, quand elle se voit dans un état de réussite, ben, elle a mal au ventre, bon, ben, clairement, elle n'est pas prête à aller là tout de suite. Il y a d'autres choses à travailler avant qu'elle puisse se voir réussir. Où les gens ils vont rien voir ou rien ressentir. Je ne suis pas capable de m'imaginer là. All right, super. Qu'est-ce qui résiste? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu pour que tu puisses au moins avoir accès à la vision de ta réussite? Et à être capable de vraiment pleinement savoir ce que tu veux et non pas ce que tu veux plus. Oui, je comprends. Dans le fond, souvent, on se concentre sur les négatifs, sur ce qu'on veut moins dans notre réalité, mais pas souvent sur le positif. Oui. C'est super intéressant. Puis, toi, dans le fond, au lieu de, admettons, juste aller vers une image, une visualisation mentale, c'est aussi de décristalliser le point émotionnel qui ne permettrait pas de vraiment manifester ou de créer cette réalité. C'est plus d'aller vers la source, comme tu dis, un socle, de bien placer ça pour que la personne puisse absorber cette nouvelle information d'une façon cohérente avec elle-même, puis qu'elle puisse continuer dans cette transformation. Oui, puis en plus, souvent, on ne sait pas exactement en fait, ce qui nous limite. Des fois, on le sait, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qui me limite à atteindre ça. Puis on n'a pas besoin parce qu'on n'est pas dans un travail de psychologie, on n'a pas besoin de revivre l'expérience, entre guillemets, traumatisante où il y a eu un problème, mais déjà juste de se dire, aujourd'hui, dans mon présent, je me permets de voir les choses différemment, puis de laisser un peu aller la charge qui était là, sans revivre le truc, mais en s'autorisant aujourd'hui à vivre les choses différemment, ça va laisser les choses se positionner différemment. Et
Et vraiment, le fait d'être capable de très clairement mettre des mots, là aussi, la PNL et le coaching entourent merveilleusement bien l'hypnose, de mettre des mots précis. Voici ce que j'aimerais vivre. Parce que très, très souvent, les gens vont être capables de décrire 40 minutes de temps, ce qu'ils veulent plus. Mais tu veux quoi? Si tu arrêtes si t'arrêtes de bégayer quand tu te retrouves devant une assemblée, tu fais quoi? Bah, je parle. Oui, mais comment? Bah, je sais pas, je parle. Oui, mais qu'est-ce que tu ressens? Quand tu es en puissance dans ton charisme, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes un message qui est aligné avec toi? J'ai eu un moment où j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs directeurs ou VP assez haut placés dans le système des banques à Montréal. Et c'était fou à quel point ils réalisaient quand ils parlaient aux investisseurs ou qu'ils parlaient à leurs équipes, à partir du moment où ils s'alignaient avec leurs valeurs, à eux profondément, ils passaient un message tellement plus puissant et ça devenait très facile de parler en public. Et on peut se dire, les valeurs personnelles versus le domaine bancaire, c'est comme... Mais non, quand la personne, elle s'autorise à être alignée avec ce en quoi elle croit et de mettre ça dans son travail, ben là, on est vraiment dans le plus beau de l'humain parce qu'il n'y a pas de choix à faire, en fait. On trouve cet espace de rencontre entre les deux. Oui, c'est intéressant que tu dises ça. En plus de s'autoriser, je trouve que c'est un terme super intéressant. Puis, l'alignement des valeurs, donc des valeurs profondes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être peur de manifester ou de partager leurs valeurs profondes, tandis que toi, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est de permettre de s'autoriser à vivre nos valeurs profondes. Oui, au quotidien. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps les clamer sur tous les toits, mais d'être capable aussi de se dire, bon, OK, ben là, avec cette équipe-là ou dans ce meeting-là, il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Je le sens dans mon corps, je le sens dans ma sensibilité. Et comment je peux amener d'autres solutions ou ne serait-ce qu'amener la conversation. Parce que souvent, quand on sent qu'il y a un inconfort, on n'est pas le seul à le sentir, l'inconfort. De même que quand on se sent bien dans une équipe, on n'est pas seul à se sentir bien. Quand on met des mots là-dessus, ben, on peut avoir plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Puis comment est-ce qu'on trouve ces valeurs-là individuellement? Est-ce que toi, tu as un processus où ça passe vraiment par le sentiment? Mais il y a des processus assez faciles de tests psychométriques et ça m'arrive, c'est un des outils que j'utilise parce que c'est quand même une manière assez intéressante d'arriver à une liste de valeurs efficacement. J'aime bien l'efficacité, globalement. Mais après, les valeurs, si elles sont juste ici, ça ne suffit pas. You gotta feel it. C'est vraiment de sentir que c'est là, puis d'éventuellement reconnecter avec le moment où elle s'est éveillée, cette valeur-là pour toi, où tu as ressenti, oui, OK, ben, je sais pas, l'amour. Moi, l'amour, c'est vraiment ma valeur phare. Là. C'est quelque chose qui est au centre de ma vie. Ben, c'est de m'imprégner de cette valeur-là ou de me rappeler des moments où j'ai vraiment ressenti ça dans ma vie. Ben, ça va m'aider à l'incarner au quotidien. Et voilà, après, il y a des valeurs qui sont facilitantes, d'autres qui sont plus complexes à vivre, à incarner. Il y a aussi des moments où on a changé de valeur, en fait. Et où on a oublié de faire la mise à jour du système. Des fois, tu as une app qui est juste trop vieille, ça ne marche plus bien. Là, elle s'arrête tout le temps. Ouais. Et une amie, un jour, une amie coach m'a rendu un grand service. Je parlais de ma valeur de justice, qui est importante aussi. Elle m'a dit, mais tu sais, la valeur de justice, souvent, c'est une valeur un peu négative. Oui, parce que souvent, en fait, c'est parce qu'on a ressenti de l'injustice qu'on a la valeur de justice. Ah ben là. Là, je suis repartie avec ma petite question. Tu sais, quand tu as trop d'amis coach, des fois, tu as des longues réflexions après tes soirées de filles. Et elle m'a rendu un immense service parce que j'ai réalisé qu'en fait, c'était plus ma valeur. Ce qui était devenu ma valeur, c'est l'authenticité. Donc, j'acceptais que les autres ne soient pas tout à fait justes avec moi s'ils étaient authentiques avec eux-mêmes. Ça a rendu ma vie beaucoup plus facile. Ben, c'est super intéressant, ça. Fait que faire cette mise à jour, c'est crucial des fois parce qu'on est comme stocké sur une ancienne réalité versus sur qui je suis aujourd'hui. Puis, les valeurs, est-ce que c'est lié à des croyances limitantes aussi? Ou c'est quoi leur interaction? Parce que j'ai l'impression que tu fais un peu un alignement avec ça aussi, mais est-ce qu'il y a une interaction? Est-ce qu'il y a une relation entre ces choses-là?
Moi, je pense que oui. Après, c'est ça, je suis pas forcément hyper éduquée au niveau de toute la psychologie, de tout ça, mais c'est certain que les expériences qu'on a vécues viennent heurter nos valeurs ou vont dans le sens de nos valeurs. Donc, une expérience qui vient heurter une valeur, quand une expérience X va heurter la valeur de Pierre, mais peut-être pas du tout celle de Catherine. Donc, même s'ils ont le même genre de background, ils vont pas réagir de la même façon. Donc, c'est aussi beaucoup nos programmes, entre guillemets, les choses qu'on se répète, les histoires qu'on se répète qui vont faire que ça vient ou pas être limitant ou au contraire boostant. Des gens qui vont dire, ça, c'est une injustice, c'est insupportable, donc ça va m'amener à avancer plus vite, ça va m'amener à me battre. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Donc, c'est là que c'est l'histoire de la personne, ses valeurs, ses buts, son parcours de vie. C'est un puzzle avec plein de pièces, c'est merveilleux. Ben oui, c'est fascinant. Puis je pense que c'est un des sujets les plus importants pour chaque être humain à explorer. On peut justement vivre dans la réalité, expérimenter, voyager, peu importe, mais on est souvent affecté par les filtres qu'on tient. Donc, c'est important des fois comme tu dis, faire le reset de ces choses-là. Je trouve ça intéressant aussi que tu mentionnes au niveau des valeurs. C'est comme si j'entendais que chaque individu, évidemment, a la liberté de vivre en alignement avec ses valeurs, mais chaque individu va avoir des valeurs différentes puis va pouvoir les vivre différemment. C'est-tu un peu ça ta perspective? C'est l'authenticité en alignement avec ses valeurs? Ou... C'est un peu ça, oui. Puis aussi, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi, une fois que tu as ça, une fois que tu sais un peu c'est quoi tes valeurs, ben là, il y a le choc avec l'extérieur. Okay. Parce que, tu sais, quand d'un coup, tu réalises, mais ça, c'est peut-être plus aligné avec qui je suis ou j'ai changé. Ah, bah oui, mais mon chum, lui, il n'a pas changé. Ben ma job, elle n'a pas changé. Et là, ça devient comme de plus en plus inconfortable, cet écart. Donc après, il y a le comment est-ce que je m'adapte finalement à la personne que je réalise que je suis aujourd'hui. Et puis les choix de vie que j'ai faits hier, ou avant-hier, ou il y a 15 ans, qui sont bien intégrés dans la matière du quotidien. Et on ne peut pas tout changer comme ça, c'est pas sain non plus. On ne peut pas juste foutre un coup de pied dans tout puis tout restarter du jour au lendemain. Ça se fait bien avec un ordinateur, mais un peu moins bien qu'un humain. Fait que c'est aussi d'arriver à dire comment je choisis mes étapes pour incarner ma vérité sans blesser tout le monde autour de moi, sans me mettre en danger, sans perdre mon travail, perdre les finances qui arrivent avec. Donc, il y a une écologie, en fait, à créer autour de cette mise à jour de la personne. Et pour ça aussi, le travail d'hypnose est intéressant pour que, justement, nos émotions puissent venir être soutenantes dans notre manière de faire face aux défis du quotidien, de réaliser « Ah, OK, cette personne-là, elle me gossait pour telle et telle raison. Bon, là, l'idée, c'est pas d'y arracher la face, c'est d'être justement constructif, d'être leader là-dedans. Il y a vraiment une écologie pour moi dans tout ce système. Je trouve ça intéressant parce que il y a comme l'étape 1, comme tu dis, découvrir ses valeurs. Après ça, on arrive dans un état un peu de choc ou de conflit avec l'extérieur. Donc, est-ce que tu penses que beaucoup de gens sont peut-être arrêtés dans leur développement personnel parce qu'ils ont peur peut-être même de faire face à cette transformation, d'abandonner certains aspects de leur réalité? Oui, je pense que oui. C'est un peu moins ma clientèle parce que moi, j'ai des gens qui sont beaucoup OK, on avance. Okay. Mais oui, j'en ai aussi effectivement des gens qui ont peur de changer. Puis c'est souvent des gens qui vont attendre longtemps avant d'aller chercher de l'aide, que ce soit d'un coach, d'un psychologue, d'un thérapeute, parce se disant, mais il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. C'est Churchill qui disait ça, là, où il y a une volonté, il y a un chemin. Where there's a will, there's a way. Mais on ne le voit pas. Et donc, on s'y limite. Mais notre inconscient est tellement plus créatif que notre conscient. Consciemment, on peut penser à 2-3 affaires. Inconsciemment, notre inconscient fait des centaines, des milliers tout le temps. Et lui, il a plein de possibilités en base de données là, auxquelles on ne pense pas. Mais oui, je pense que c'est le risque de la perte, la peur de la chute, fait qu'on s'ancre un peu plus dans certaines réalités
qui nous limite, c'est intéressant. Tu vois, tout à l'heure, je faisais une séance avec quelqu'un, et puis en hypnose, on utilise souvent des petits gestes avec les mains, monter une main, descendre une main, des trucs très simples, mais ça donne une espèce de mesure du temps. Tu sais, parce que combien de temps est-ce qu'un inconscient a besoin pour créer un changement? Je ne sais pas, la personne non plus. Donc, on va utiliser soit les mains qui se rapprochent, soit une main qui monte, puis une main qu'on place là, puis qu'on laisse descendre, en disant, en gros, cette main, elle va tranquillement descendre à mesure que le travail se fait. Dans un état d'hypnose, c'est très acceptable, c'est très cohérent et ça fonctionne très, très bien. Consciemment, tu te dis, ça n'a aucun sens, mais dans un état d'hypnose, ça marche très, très bien. Et j'avais un directeur d'entreprise tantôt avec moi, puis justement, il rapprochait ses mains tranquillement, puis on ne sait pas forcément ce qui se passe au niveau de l'inconscient là-dedans. Moi, j'emmène la personne dans une histoire, dans quelque chose d'agréable, puis l'inconscient, on a travaillé là-dessus, les mains se rapprochent à mesure que le travail se fait. Puis à un moment, ça a un peu bloqué. Ça faisait longtemps, ça faisait comme 20 minutes que la personne était là, qu'elle avait commencé l'exercice, mais le dernier pouce, là, ça ne se faisait pas. Puis simplement en expliquant, ce qui est prêt à changer aujourd'hui change, le reste, c'est OK, ça reste stable. Mais instantanément, ça a relancé le mouvement, puis, parce que c'est tout, c'est OK qu'il y ait 60% de nous qui soient prêts à changer, puis 40 qui soient comme hey, là, moi, je ne vais pas là. C'est parfait. On n'est pas obligé de changer à 100%. C'est OK d'avoir des pas, parce que dans la vie, c'est ça. On n'est pas tout d'un coup nouveau dans quelque chose, puis expert. C'est pareil pour le changement. Puis justement, tu parles de propriétaire d'entreprise, directeur d'entreprise, VP. Donc, c'est quoi leurs défis généralement? Est-ce que c'est des défis qui sont peut-être plus... C'est des gens qui aiment le changement. Ouais. Donc, leurs défis vont se placer où? Peut-être au niveau de la confiance ou c'est quoi? Il y a la confiance. Je te dirais qu'il y a... La première réponse qui me vient, c'est beaucoup l'humain. Puis c'est peut-être les gens que j'attire dans ma clientèle, mais ils ont beaucoup l'humain au cœur de ce qu'ils font. Donc, c'est de dire, là, je dois amener tel changement, mais comment est-ce que mes équipes vont pouvoir adhérer? Puis, je veux pouvoir être plus avec mes équipes, mais j'arrive pas parce que j'ai trop de pensées. C'est dur d'avoir un focus, la qualité du sommeil, la qualité du style de vie. Et c'est la même chose avec les gens qui ont moins de responsabilités, finalement. C'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour croire en ma capacité d'avoir la bonne réaction au bon moment. Mais je te dirais qu'avec des gens qui ont des postes de direction, c'est vraiment beaucoup comment est-ce que je peux être à mon meilleur tout en étant humain parce que je dois porter une structure, parce que j'ai un budget, parce que si je prends des mauvaises décisions, c'est plusieurs familles qui vont être impactées. Et c'est pas facile. Il y a plein de choses pas faciles dans la vie, là, mais ça, c'est pas facile non plus de se dire, ma décision va impacter 10, 20, 100 personnes. Donc, gérer ce poids-là, cette émotion-là, des gens qui, en plus, souvent se permettent pas d'être dans l'émotif. Donc, c'est beaucoup... je te dirais qu'il y a une grande partie pour cette clientèle-là, pour cette partie-là de ma clientèle, qui est d'apprendre à collaborer avec l'inconscient, d'apprendre des outils d'auto-hypnose. C'est souvent des gens qui aiment beaucoup les techniques que je leur apprends, qui les refont chez eux, qui viennent à mes formations, de se dire, OK, comment je fais pour plus collaborer avec mon inconscient? Parce qu'ils réalisent qu'il y a tellement de force dans le back-end que finalement, être juste dans le côté front-end, c'est un peu limité. Peux-tu nous partager peut-être quelques outils ou un outil clé que tu utilises pour mieux collaborer avec notre inconscient? Peut-être l'audience pourrait s'en inspirer ou mieux comprendre. C'est un peu... Alors, là où c'est délicat, c'est qu'il y a toujours cette idée d'entrer dans un état de conscience modifié pour après pouvoir justement, au travers d'exercices qu'on a appris à faire. Fait que c'est un peu des deux. Mais je pense que déjà, un bon outil, c'est d'apprendre à s'arrêter. Puis pour ça, il y a plein d'outils que les gens connaissent peut-être, de début de méditation, de cohérence cardiaque, de marche en forêt, peu importe, ou d'imaginer un petit décompte, ou d'imaginer qu'on descend un escalier progressivement, qu'on arrive dans un lieu agréable. Je pourrais te donner un petit lien éventuellement de quelques petits exercices que les gens pourront écouter, mais une fois que tu es arrivé dans un espace de calme mental,
c'est de te projeter soit dans ton problème, soit dans ton résultat atteint, ton résultat désiré, puis déjà de sentir comment ça vibre à l'intérieur de mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Et d'écouter un peu c'est quoi les pensées qui viennent. D'oser finalement rester avec le rêve ou avec l'inconfort sans plonger dedans. Et essayer de voir comment je fais pour aller un peu plus loin vers cette partie plus lumineuse de moi, juste pour faire que ce soit 5% mieux, sans chercher tout de suite à ce que ce soit 100% mieux, mais comme de faire un pas. Mais je pense que l'outil, déjà beaucoup, c'est d'être dans le corps, parce que le corps, c'est cet espace de rencontre entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que finalement, la tête, elle fait l'effort ou elle prend la décision d'écouter ce que le corps lui dit. Donc, déjà ça, c'est un espace où, sans aucune connaissance, tu peux te permettre de dire comment je feel les choses. Puis quand on feel, quand ça goûte bon, de s'autoriser à se dire « Wow, mais dans ce petit moment-là de la rencontre, j'ai été capable de parler, puis je me suis sentie bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais pour le revivre? » Ben là, avec mon amoureux, avec mon amoureuse, j'ai pu pleinement être moi-même, ou j'ai pu m'autoriser à lâcher mes soucis, puis qu'est-ce que j'ai fait dans ce moment-là? Comment mon corps il a ressenti les choses? Et en faisant ça, ben, on aide le cerveau à le recréer. Une phrase que je radote souvent dans ma vie, c'est un cerveau ne fait pas ce qu'on veut. Il fait ce qu'on lui demande clairement. Et parler à répétition d'un problème, c'est demander clairement ce problème au cerveau. Donc, se focaliser sur comment je me sens quand je me sens bien, c'est demander ça plus au cerveau. Mais ça, c'est pas juste d'être dans le métro et de faire comme « Ouais, j'aimerais plus de ça ». C'est de s'asseoir, c'est de se poser et d'accepter d'entrer dans ce qu'on veut vivre et de le ressentir. Ça, c'est une demande claire à un cerveau. Donc, si je comprends bien, c'est bien de se déposer intérieurement, connecter les émotions aussi à cet objectif, s'assurer qu'on focus sur un objectif positif et non pas les aspects négatifs. Puis vraiment bien connecter ces émotions-là dans un état qui est plus déposé, plus réceptif. À l'écoute, vraiment. À l'écoute. Pour pouvoir transmettre, comme ingérer à un certain niveau cette vision-là qu'on veut créer. Là. Puis, oui, tout à fait. Tu ajoutes l'étape des émotions qui a un niveau de plus quand on a déjà un peu travaillé sur soi. Mais déjà, quand on ne sait pas comment faire, déjà juste écouter l'état interne, c'est déjà l'état interne de quand ça se file bien. C'est déjà beaucoup. Et d'avoir cette... Je pense qu'il y a quelque chose de très aidant, c'est de se rappeler qu'on a les ressources. Et surtout que notre inconscient, il veut le meilleur pour nous. Donc, de se dire que ce qui va se mettre en place, ça va être bon, ça va être positif. Que, ça ne va pas se retourner contre nous. Mais, donc, pas de se dire ça ne va pas se retourner contre moi, mais de se dire je sais que je vais ressortir quelque chose de positif de ça. Même quand il y a quelque chose qu'on juge négatif aujourd'hui qui s'est cristallisé, là, pour boucler la boucle avec ça à l'intérieur de nous, ben, à ce moment-là, c'était la meilleure solution qu'on avait avec les ressources qu'on avait autour de nous. C'est facile de dire, quand on a tous les outcomes de l'événement, ben, j'aurais donc dû faire autrement. Oui, mais on ne le savait pas quand on était dans la situation, qu'on a fait au mieux. Donc, c'est quand on fait cet exercice-là, d'être dans cette évidence que l'inconscient, il veut notre meilleur, il veut notre sécurité, il veut d'abord la sécurité, ensuite le bien-être, mais bon, d'abord la sécurité, mais que ça va être pour le meilleur pour nous. Ça, c'est hyper aidant quand on fait ce genre d'exercice. Ben, c'est une très belle croyance aidante, ou comment tu le mettrais? Une soutenante, oui. Soutenante, oui. Effectivement, parce que j'ai l'impression, peut-être même moi dans mon passé, ou certaines personnes, ça va être « Ah ben j'ai toujours tendance à m'auto-saboter » ou mon inconscient, dans le fond, joue contre moi, comment j'interagis avec, puis d'avoir la croyance que peut-être l'inconscient joue contre nous, contre notre vision de ce qu'on veut accomplir, tandis que ce que tu dis, c'est une super belle croyance de croire que l'inconscient ne veut que notre meilleur, ne veut que notre bien. Ben déjà là, j'imagine que ça aide à la transformation. Est-ce qu'il y a d'autres genres de croyances fondamentales que tu penses qui sont utiles pour les gens? Je pense que ces deux-là, le côté j'ai les ressources pour régler la situation et ce qui va se mettre en place, c'est bon, mon inconscient veut le meilleur pour moi. C'est déjà deux bonnes croyances
très encadrante. Et pour moi, il y a quelque chose aussi qui touche au régime politique qu'on a à l'intérieur de nous. OK. Des fois, on est beaucoup... puis il n'y a pas besoin d'avoir des postes de gestion ou d'être athlète de haut niveau pour ça. Je le vois chez tous mes clients. Est-ce qu'on est dans une monarchie ou dans une dictature? C'est comme le règne d'un il faut ou d'un tu dois ou d'un c'est comme ça sur le reste, ou quelque chose où on s'impose, versus une démocratie en étant un peu souple, où on peut s'autoriser à mettre à jour des trucs, à enlever des lois quand elles sont plus nécessaires, à en créer des nouvelles, et puis à se rappeler que, tu vois, ça peut être jamais 203, ça peut être une autre croyance aidante, qu'on a toujours la capacité d'apprendre. La plasticité neuronale, c'est une réalité. Les nouvelles neurones, on peut continuellement évoluer et changer. Et s'en rappeler, ça aide à passer à autre chose et à pleinement collaborer avec qui on est et puis qui on peut devenir. Mm-hmm. C'est intéressant quand tu as dit un peu de se faire gérer par les « il faut »,« tu dois ». Ouais. J'ai l'impression que c'est même des schémas de langage que les gens vont utiliser. Beaucoup. Est-ce que quand les gens utilisent ça, dans le fond, c'est comme une expression de leur inconscient, ou c'est quelque chose que tu vas aller explorer quand ils disent « il faut que » ou... Quand il y en a beaucoup, oui, effectivement, parce que c'est souvent c'est un chemin trop emprunté, en fait, puis surtout un chemin où on n'a pas de pouvoir. Il faut, c'est je donne mon pouvoir à autre chose, à quelqu'un, à l'extérieur, et donc c'est d'être capable de renforcer le je peux et de laisser aller le il faut pour être justement dans un espace où tu es créateur et pas spectateur, en fait, des anciens programmes et de j'ai pas le choix, c'est comme ça. Là aussi, c'est une autre forme de oui, mais c'est de même. Oui, c'est de même. Sauf qu'avant, c'était pas de même, puis quand ça aura changé, ce sera plus de même. Mais OK, pour le moment, c'est ça. Jusqu'à ce que l'évidence soit devenue possibilité autre. C'est vraiment intéressant, Julie. Je pense que tu nous partages des outils fascinants, des perspectives fascinantes. Puis je pense que, justement, toutes ces croyances fondamentales, ce changement-là, c'est un des changements les plus beaux que l'être humain peut faire dans sa vie. De travailler dans son conscient, dans son inconscient, parce que c'est ça qui va changer sa destinée, puis peut-être même l'amener vers la destinée qu'il rêve, mais peut-être qu'il n'est pas outillé au niveau de ses capacités actuelles, mentales, conscientes pour y arriver. Donc, en travaillant avec ces outils-là, ça va lui permettre de se rendre idéalement où il veut, ou du moins où il va se sentir le mieux. Oui, puis c'est... on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais il y a vraiment aussi une notion souvent qui limite les gens vers le changement, de se dire, c'est pas mesurable. Mais oui, ça peut être mesurable. Puis ça fait partie du début du travail de se dire, OK, comment on va voir les changements? Même si ça reste un exercice mental, ça fait partie du processus aussi. Et moi, ça fait partie du mien, en tout cas, de clairement dire comment tu vas mesurer le changement et à quoi tu vas le voir, à quoi tu vas le sentir, comment tu vas agir différemment. Et ça, c'est déjà un changement qui est en train de se mettre en place, entre guillemets, sans que la personne s'en rende compte. Et comme par magie, l'inconscient étant ce qu'il est, naturellement, ces choses-là, ces effets pressentis vont avoir tendance à se mettre en place un peu tout seul. Puis j'aime le fait que tu dises mesurer le progrès, justement. Je pense que ça peut rajouter énormément de confiance aux gens qui sont capables de voir concrètement qu'ils ont atteint l'étape qu'ils plaçaient. Puis c'est un peu comme ça que tu fonctionnes. Si je comprends bien. Vraiment, vraiment. Pour deux raisons, pour plein de raisons, mais les deux principales, c'est que je veux que la personne puisse voir de manière tangible qu'elle avance, pas juste le filer, mais pouvoir le mesurer. Alors, des fois, établir la mesure, ça peut prendre un peu de temps. Hein. Combien de fois semaine? OK, j'ai mal au ventre. OK, tu auras moins mal au ventre. Comment tu vas savoir que tu as moins mal au ventre? Bon. Et moi aussi, je veux pouvoir le mesurer. De pouvoir voir comment la personne s'exprime, quels mots elle utilise. Moi, quand j'ai rencontré l'hypnose, ça m'a pris 2 mois après la séance et quelqu'un de l'extérieur pour me dire as-tu remarqué que tu as totalement arrêté ton comportement? Et je me suis dit, non, mais oui, maintenant, grâce à toi, je le vois. Mais de moi-même, c'était tellement naturel que je m'en étais pas rendu compte. Parce que c'est ça la beauté du changement
en hypnose du changement quand il est au niveau inconscient, c'est que c'est comme si on avait toujours fonctionné comme ça. Donc, on n'a pas oublié parce que consciemment, on s'en rappelle. Mais ben non, ça a toujours été de même. Et moi, c'est là que j'ai commencé à me fasciner pour l'hypnose. Dans ce petit moment où on m'a fait réaliser que le blocage que j'avais depuis 10 ans, gone, complètement parti. Et ça avait été simple. Et alors, c'était pas un gros trauma, hein, c'était une petite chose, mais ça me pourrissait vraiment la vie au quotidien. Et ça avait été hyper simple. Et là, j'ai dit, OK, faut que je démonte la console de jeu. Là, c'est trop cool. Comment ça marche, ça, cette technique? Je veux être capable de faire ça. Ben, c'est vraiment fascinant, Julie. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Plaisir. Je pense que justement, comme tu dis, c'est un outil, c'est une méthode, c'est une approche qui est facile, quand même simple, du moins pour toi, puis très douce aussi, qui permet le changement, la transformation. Puis ce qui est agréable, c'est que c'est pas brusquant ou la transformation se fait comme à un certain niveau naturellement. Donc c'est très, très cool. Si les gens, justement, voudraient prendre rendez-vous avec toi ou te rejoindre ou connecter avec toi, comment est-ce qu'ils pourraient te rejoindre? Ben écoute, il y a mon site, je t'enverrai le lien, julieabar.com, ou celui de ma compagnie qui est hypno-confiance.com. Donc, ça part ce site web, c'est là. Puis, il y a aussi plein de choses gratuites, il y a plein de choses juste pour déjà travailler un peu tout seul de son côté. Je pense que quand on veut aller vers l'hypnose, quelque chose d'essentiel, c'est de prendre le temps de parler à la personne qui nous intéresse. Et vérifier qu'il y a du lien. Parce que le rapport de confiance et le plaisir de voir la personne va permettre d'aller dans des endroits inconfortables où on n'osera pas trop aller si on ne se sent pas bien avec la personne. C'est pas obligé d'être notre meilleur ami, mais on doit sentir qu'on partage quelque chose, il y a une connivence naturelle. Et donc, c'est pour ça. Il y a plein d'hypnos et c'est parfait. Il y a plein de coachs et c'est parfait. Mais ça, c'est essentiel pour que le travail soit fluide et agréable. Magnifique. Julie, merci beaucoup pour tout ce que tu as amené, toutes tes connaissances sur le podcast, ton expérience, ton expertise. Tu impactes des leaders qui ont un impact justement sur des communautés, sur des familles. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et puis, on va mettre ton lien dans la description en dessous dans la vidéo pour que les gens puissent aller connecter avec toi. Parfait. Puis merci beaucoup. C'était très agréable de discuter avec toi. Ben oui, merci à toi, Julie.